Il y a une guerre silencieuse qui se déroule dans ton esprit, chaque jour, chaque heure. Une bataille entre celui que tu pourrais devenir et celui que tu restes par peur. L'argent n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de chance, c'est un problème de prison mentale. Des barreaux invisibles, construits pierre par pierre depuis ton enfance, renforcés par chaque échec, chaque doute, chaque « ce n'est pas pour moi ». Aujourd'hui, on va identifier les 7 chaînes qui te retiennent. Pas pour te consoler, pas pour te donner des excuses, mais pour que tu comprennes enfin pourquoi tu tournes en rond. Parce que la vérité, aussi dure soit-elle, est le seul chemin vers la libération. Première réalité à accepter. Ton cerveau ne veut pas que tu changes. La neurologie est claire là-dessus. Ton système limbique, la partie primitive de ton cerveau, est programmé pour une seule chose, ta survie. Pas ton succès, ta survie. Et pour lui, le changement égale danger. Pense à ça. Nos ancêtres qui sortaient de la caverne par curiosité se faisaient manger. Ceux qui restaient dans le connu survivaient. Tu es le descendant des peureux, c'est dans ton ADN. Alors quand tu veux lancer un projet, demander une augmentation, négocier un prix plus élevé, ton cerveau lance l'alarme. Danger, rejet possible, échec probable, reste où tu es. Et tu appelles ça de la prudence, de la réflexion, du réalisme. Non, c'est de la biologie primitive qui sabote ton potentiel. Deuxième réalité, tu n'as pas un cerveau, tu en as 3 qui se battent constamment. Le cerveau reptilien, survie, instinct, peur. Le cerveau limbique, émotion, attachement, mémoire. Le néocortex, logique, raisonnement, planification. Quand tu te dis « demain je commence », c'est ton néocortex qui parle. Quand le réveil sonne et que tu restes au lit, c'est ton reptilien qui gagne. La majorité des gens vivent à 80% en mode reptilien. Réaction, confort, sécurité. Les 1% vivent à 80% en mode néocortex, stratégie, action, construction. Troisième réalité, tu as été conditionné à la médiocrité. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont égoïstes. Il faut travailler dur pour réussir. C'est risqué de se lancer. Ces phrases ne sont pas des sagesses, ce sont des virus mentaux. Transmis par des gens qui n'ont jamais réussi. Répété par une société qui a besoin que tu restes petit, que tu consommes, que tu obéisses. Ton environnement t'a conditionné à accepter ta condition. Et maintenant, c'est toi qui défends ta prison. Tu te dis que c'est réaliste de ne pas viser trop haut, que c'est humain de ne pas parler d'argent. C'est ça, le coup de génie du système, te faire aimer tes chaînes. Alors voilà ce qu'on va faire dans les 30 prochaines minutes. Je vais te montrer les 7 blocages mentaux qui gouvernent ta relation à l'argent. Chacun est une chaîne spécifique, avec son origine psychologique, sa manifestation dans ta vie, et surtout, comment la briser. Pas de motivation superficielle, pas de « tu peux le faire, champion ». De la neurologie, de la psychologie comportementale, des mécanismes réels. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne comprends pas. Blocage numéro 1. Le premier blocage, c'est le plus paradoxal. Tu as peur de gagner de l'argent. Attends, non, moi je veux gagner de l'argent. Consciemment, oui. Inconsciemment, tu le sabotes. Laisse-moi te prouver. Tu as une idée de projet depuis des mois. Tu n'as toujours rien lancé. On te propose une opportunité, tu trouves immédiatement 10 raisons de dire non. Tu fais un bon mois financièrement, le mois suivant, tu dépenses tout sans savoir comment. Tu es sur le point de réussir quelque chose, tu procrastines, tu sabotes, tu abandonnes. Ce n'est pas de la malchance, c'est de l'auto-sabotage inconscient. Le concept s'appelle l'homéostasie psychologique. C'est la tendance du cerveau à revenir à son point d'équilibre. Si ton thermostat interne est réglé sur « je mérite 2000 € par mois », ton cerveau va tout faire pour maintenir ce niveau. Gagne-en 5000, il va créer des dépenses imprévues. Économise-en 10 000, il va te pousser à faire un investissement stupide. Pourquoi? Parce que gagner plus d'argent signifie plus de responsabilités, plus de visibilité, donc de jugement, devenir différent de ton entourage, sortir de ta zone de confort identitaire. Et ton cerveau préfère la prison familière à la liberté inconnue. Regarde les gagnants du loto. 70% d'entre eux perdent tout en moins de 5 ans. Pas par malchance, par incohérence psychologique. Leur identité externe a changé, ils ont de l'argent, mais leur identité interne est restée la même. Ils se voient comme pauvres. Alors leur comportement ramène leur réalité externe vers leur réalité interne. Toi, quelle est ton identité financière? Ferme les yeux une seconde. Imagine que quelqu'un te donne 50 000 € demain.
quelle est ta première pensée? Si c'est « je ne mérite pas ça », blocage identitaire. Si c'est « ça va créer des problèmes », peur de l'abondance. Si c'est « je vais tout perdre », programme de pauvreté. La réaction spontanée révèle le programme inconscient. Comment briser ce blocage? Étape 1. Reconnaître le sabotage. Observe pendant 7 jours chaque fois que tu trouves une excuse pour ne pas agir financièrement. Écris-les. Je n'ai pas le temps, égale je n'en fais pas une priorité, égale je ne crois pas que je mérite mieux. Étape 2. Reprogrammer l'identité. Ne te fixe pas d'objectif d'argent, fixe-toi un objectif d'identité. Pas « je veux gagner 5 000 € par mois », mais « je deviens quelqu'un qui crée 5 000 € de valeur par mois ». La différence, l'un est externe, chance, opportunité, l'autre est interne, compétence, identité. Étape 3, exposition progressive. Tu ne sautes pas d'un coup de 2 000 à 10 000, ton cerveau va rejeter. Tu augmentes graduellement, 2 000, 2 500, 3 000. Chaque palier, tu stabilises pendant 2 ou 3 mois minimum. Tu laisses ton thermostat interne s'ajuster, tu construis les nouvelles habitudes, tu développes la nouvelle identité. Conclusion du blocage 1. La peur de l'abondance est le gardien invisible de ta médiocrité. Elle se déguise en prudence, en réalisme, en « je ne suis pas matérialiste », mais derrière c'est une croyance simple « je ne mérite pas mieux ». Et tant que tu crois ça, tu auras raison. Blocage numéro 2, tu ne te sens pas légitime. Tu te dis que tu n'as pas les diplômes, pas l'expérience, pas le talent, que les autres sont meilleurs, plus qualifiés, plus légitimes. Alors tu attends, tu te formes, tu te prépares, encore et encore. Mauvaise nouvelle, tu seras jamais prêt. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de perception. Le psychologue David Dunning a démontré quelque chose de fascinant. Les incompétents se surestiment, les compétents se sous-estiment. Pourquoi? Parce que plus tu en sais, plus tu réalises l'étendue de ce que tu ne sais pas. L'ignorant croit savoir tout, l'expert doute constamment. Si tu ressens le syndrome de l'imposteur, c'est paradoxalement la preuve que tu es compétent. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Le syndrome de l'imposteur devient un blocage quand tu l'utilises comme bouclier contre l'action. Je ne suis pas assez bon devient une zone de confort, parce que tant que tu ne te lances pas, tu ne peux pas échouer, tu ne peux pas être jugé, tu peux continuer à te raconter que « un jour quand je serai prêt ». Voilà la vérité. Personne n'est légitime au début. Le médecin qui t'opère, son premier patient était un cobaye. Le chef étoilé, ses premiers plats étaient immangeables. L'entrepreneur millionnaire, son premier produit était médiocre. La légitimité ne se gagne pas en attendant, elle se construit en faisant. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, encore et encore, des dizaines de fois par jour. Est-ce qu'il se dit « je ne suis pas légitime pour marcher » ? Non, il réessaie, naturellement, sans jugement. Puis un jour, il marche, et ensuite il court, et il ne pense même plus à comment placer ses pieds. Tu étais cet enfant. Puis, la société t'a appris à avoir peur du jugement. Comment briser le syndrome de l'imposteur? Étape 1, accepte l'incompétence temporelle. Tu es incompétent au début, c'est normal, c'est nécessaire. Toute compétence passe par 4 phases. Incompétence inconsciente, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Incompétence consciente, tu réalises ton ignorance, c'est là que tu es bloqué. Compétence consciente, tu sais faire mais c'est difficile. Compétence inconsciente, c'est automatique. Tu es bloqué en phase 2 parce que tu refuses d'accepter la phase 3. Étape 2. Dissocie valeurs personnelles et compétences actuelles. Tu n'es pas tes compétences, tu n'es pas tes résultats. Tu es quelqu'un qui développe des compétences, qui crée des résultats. Ton identité n'est pas dans ce que tu sais faire, elle est dans ta capacité à apprendre. Étape 3. Concentre-toi sur le service, pas sur toi. Le syndrome de l'imposteur, c'est de l'égocentrisme déguisé. Et si je ne suis pas assez bon? Et si on me juge? Et si j'échoue? Moi. Change la question. Comment puis-je aider quelqu'un aujourd'hui avec ce que je sais maintenant? Tu ne seras jamais parfait, mais tu peux être utile dès maintenant. Et quelqu'un qui est à 2 étapes derrière toi a besoin de ce que tu sais. Le syndrome de l'imposteur te garde spectateur de ta propre vie. Il transforme ta prudence en paralysie, ton humilité en excuse. Mais il y a un blocage encore plus profond, encore plus sournois. Un blocage qui ne vient pas de toi. Blocage numéro 3. Les scripts parentaux. Blocage numéro 4.
la loyauté familiale inconsciente. Ces deux blocages sont liés, parce qu'ils viennent du même endroit, ton enfance. Entre 0 et 7 ans, ton cerveau est en onde θ, un état d'hypnose permanent. Tu absorbes tout, sans filtre critique. Tu télécharges les programmes de ton environnement. Si tes parents disaient « l'argent ne pousse pas sur les arbres », programme installé. Si tu voyais tes parents stressés pour les factures, association, argent égale stress. Si on te disait « les riches sont malhonnêtes », croyance limitante ancrée. Tu as enregistré des centaines de phrases, des milliers de comportements. Et aujourd'hui, à 25, 35, 45 ans, tu rejoues ces vieux programmes. Tu gagnes bien ta vie, mais tu te sens coupable de dépenser. Pourquoi ? Parce que chez toi, dépenser pour le plaisir était vu comme du gaspillage. Tu n'arrives pas à négocier ton salaire. Pourquoi ? Parce que tu as appris qu'on ne demande pas, on attend qu'on nous donne. Tu sabotes chaque fois que tu approches du succès. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, réussir égale trahir ta classe sociale d'origine. C'est le blocage le plus profond, le plus émotionnel. Si ta famille a toujours été dans la difficulté financière, réussir financièrement crée un conflit interne violent. Une partie de toi veut réussir, une autre veut rester fidèle au tien. Si je deviens riche, je ne serai plus comme eux. Si je pars, je les abandonne. Si je réussis, je prouve qu'ils auraient pu aussi, et ça remet en question leur vie. Alors tu te sabotes, par amour, par loyauté, par peur de blesser. Tu préfères rester petit plutôt que de créer une distance. Un homme brillant, entrepreneur. Chaque entreprise qu'il lance décolle, puis s'effondre juste avant le grand succès. Pendant 15 ans, même schéma. En thérapie, il découvre son père est mort dans un accident quand lui avait 8 ans. Le père n'a jamais pu réaliser ses rêves. Il est mort jeune, plein de regrets. Et inconsciemment, le fils s'est dit « Si je réussis ce que papa n'a pas pu faire, je le trahis. Je prouve qu'il aurait dû faire plus. » Alors il se sabotait, par amour, par loyauté, par peur de blesser. Toi, quels sont les messages de ton enfance ? Pas les mots exacts, les messages. Si ton père travaillait 70 heures par semaine pour survivre, le message c'est « il faut souffrir pour gagner sa vie ». Si ta mère disait oui à tout le monde, le message c'est « dire non, c'est être égoïste ». Si chez toi on se moquait des bourgeois, le message c'est « l'argent corrompt ». Ces programmes tournent en boucle, en arrière-plan, à chaque décision. Comment briser ces blocages ancestraux ? Étape 1, identifier les scripts. Prends un papier, écris 10 phrases que tu as entendues sur l'argent dans ton enfance, puis pour chaque phrase, écris « et donc aujourd'hui, je ». L'argent ne fait pas le bonheur, donc aujourd'hui je me sens coupable d'en vouloir. La conscience est le premier pas vers la libération. Étape 2, dissocier héritage et identité. Tu peux honorer tes parents et vivre différemment. Réussir n'est pas une trahison, c'est une évolution. Tes parents t'ont donné ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Tu peux les remercier pour ça. Et tu peux aussi choisir d'aller plus loin. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la croissance. Étape 3, recréer l'histoire familiale. Visualise tes parents ou tes ancêtres devant toi. Dis-leur dans ta tête ou par écrit « Je vous aime, je vous respecte et je choisis de réussir là où vous n'avez pas pu. » Pas pour vous trahir, mais pour honorer vos sacrifices, pour que tout ce que vous avez traversé mène à quelque chose de beau. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est de la reprogrammation émotionnelle profonde. Les scripts parentaux et la loyauté familiale sont des chaînes invisibles. Tu peux les porter pendant 40 ans sans savoir qu'elles sont là. Jusqu'au jour où tu réalises, ce ne sont pas tes croyances, ce sont celles qu'on t'a données. Et ce jour-là, tu as le choix de les garder ou de les laisser partir. On rentre dans les 3 derniers blocages, ceux du quotidien, ceux qui t'empêchent d'agir maintenant. Blocage 5, la pensée binaire. Riche ou pauvre, succès ou échec, maintenant ou jamais. Ton cerveau aime les extrêmes parce que c'est simple, mais la réalité est un spectre. Tu n'es pas prêt ou prêt, tu es en progression. Tu n'es pas pauvre ou riche, tu es en construction. La pensée binaire te paralyse parce qu'elle élimine l'entre-deux. Et l'entre-deux, c'est là que se passe toute l'action. Solution rapide. Remplace « ou » par « et ». Pas « je veux la sécurité ou l'aventure », je veux la sécurité et l'aventure.
Pas « je dois tout donner ou ne rien faire », je commence petit et j'ajuste. La progression n'est pas un interrupteur, c'est un curseur. Blocage 6. L'illusion du timing parfait. Ce n'est pas le bon moment. J'attends que. Quand j'aurai. Le timing parfait n'existe pas. Il y aura toujours une excuse valide pour ne pas agir. La crise économique, ta situation personnelle, le marché saturé, pas assez d'argent pour commencer. Vérité brutale. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu le bon moment, ce sont ceux qui ont créé le moment en agissant. Solution. Change la question. Pas « est-ce le bon moment ?», mais « quelle est la plus petite action que je peux faire maintenant ?» Tu ne peux pas contrôler les conditions extérieures, tu peux contrôler ta décision d'avancer ou de rester immobile. Blocage 7. L'addiction à la préparation. Le dernier blocage, c'est le plus sournois. Tu te formes, tu lis, tu regardes des vidéos, tu planifies, et tu te sens productif. Mais tu ne produis rien. Distinction critique. Apprendre n'est pas agir. Planifier n'est pas construire. Comprendre n'est pas appliquer. L'addiction à la préparation, c'est la procrastination déguisée en productivité. Interpellation. Combien de formations tu as achetées et jamais terminées? Combien de livres tu as lus sans appliquer une seule idée? Combien de plans tu as faits sans passer à l'action? La connaissance sans action, c'est du divertissement intellectuel, pas de la transformation. Solution radicale. La règle 70-30. 70% d'action, 30% d'apprentissage. Tu apprends un concept, tu l'appliques dans les 48 heures, sinon tu ne l'as pas vraiment appris. Tu as une idée, tu fais un premier pas dans les 72 heures, sinon elle s'évapore. L'action imparfaite bat la préparation parfaite, toujours. Voilà, les 7 blocages, 7 chaînes mentales qui gouvernent ta relation à l'argent. La peur de l'abondance, le syndrome de l'imposteur, les scripts parentaux, la loyauté familiale, la pensée binaire, l'illusion du timing, l'addiction à la préparation. Maintenant, la question n'est pas « est-ce que j'ai ces blocages ?» Tu les as. On les a tous, à différents degrés. La question c'est « lequel est le plus fort chez moi ?» Et qu'est-ce que je fais maintenant? Plan d'action. Les 7 prochains jours. Jour 1. Identifie ton blocage principal. Relis les 7. Choisis celui qui te parle le plus, celui qui t'a mis mal à l'aise. Jour 2-3, écris ton histoire avec ce blocage. Quand est-ce que tu l'as remarqué la première fois? Comment il s'est manifesté dans ta vie? Quelles opportunités il t'a fait rater? Jour 4, trouve une action que ce blocage t'empêche de faire. Pas 10, une seule, concrète, spécifique. Jour 5, fais cette action. Même mal, même imparfaitement. Jour 6-7, observe ce qui se passe. Dans ton corps, dans tes pensées, dans tes émotions. La peur va monter. C'est normal. C'est le signe que tu touches quelque chose de réel. Ne recule pas. Respire à travers. Les blocages mentaux ne sont pas tes ennemis. Ils sont des mécanismes de protection, créés à un moment où tu en avais besoin. Ton cerveau voulait te protéger, te garder en sécurité, te maintenir aimé. Mais ce qui t'a protégé à 7 ans te limite à 30. Alors maintenant, tu peux les remercier, ces vieilles peurs, ces vieilles croyances. Merci de m'avoir gardé en sécurité, mais je n'ai plus besoin de toi, et tu les laisses partir. L'argent n'est pas le but, c'est l'outil. L'outil pour créer la liberté, l'impact, la vie que tu as imaginée. Mais pour avoir l'outil, tu dois d'abord libérer tes mains, et tes mains sont enchaînées par ces 7 blocages. Aujourd'hui, tu as vu les chaînes, tu connais leur origine, leur mécanisme, leurs solutions. La seule question qui reste, est-ce que tu vas les briser ou est-ce que dans un an, tu seras au même endroit avec les mêmes excuses, les mêmes rêves non réalisés? Le choix t'appartient, il t'a toujours appartenu.